Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de notre émission Inside News, politique en revue. Si vous nous rejoignez pour la première fois, un bref survol s'impose. Dans les deux premières vidéos, nous avons disséqué les fissures béantes de la RDC, du braquage symbolique à Kinshasa qui trahit un État défaillant sur sa base arrière, à la réunion ourdie à Nairobi par Joseph Kabila pour raviver une opposition au relent rwandais, en passant par la déclaration improvisée et poignante de Félix Tshisekedi à Bruxelles, cette main tendue à Paul Kagame lors du sommet Global Gateway, qui a exposé les hypocrisies des chaînes d'approvisionnement en minerais et aligné Kinshasa sur les verdicts implacables de l'ONU. Nous avons aussi passé au crible les acteurs centraux, un Tshisekedi sous pression, un Kabila énigmatique et exilé, et un Kagame stratège, dont l'agenda expansionniste transforme l'Est congolais en un prolongement économique et sécuritaire de Kigali. Ce soir, nous continuons notre enquête avec les chapitres 5, 6 et 7, pour percer au cœur de ce qui se joue vraiment. Au-delà des déclarations et des rivalités personnelles, quels sont les enjeux stratégiques qui font de la RDC un théâtre d'opération globale? Quel scénario plausible, de la paix précaire à la balkanisation larvée, pourrait sceller l'avenir du pays d'ici 2028? Et qui, parmi les acteurs internationaux, tire vraiment les ficelles? Entre un accord de paix américano-parrainé de juin 2025, qui peine à tenir, et les médiations africaines appelées de leur vœu par l'ONU en octobre dernier. Ces questions ne sont pas abstraites. Avec l'intensification des violences à l'Est depuis janvier 2024 et les avancées timides d'un mécanisme de coordination sécuritaire RDC-Rwanda en septembre, la RDC n'est plus seulement un pays sous triple pression, mais un pivot géostratégique où se heurtent minerais critiques, ambitions régionales et appétits mondiaux. Plongeons sans attendre dans le chapitre 5 pour démêler ces enjeux stratégiques qui transforment un conflit local en une affaire d'envergure planétaire. Maintenant que nous avons passé en revue les acteurs principaux de cette saga congolaise, ces figures qui, chacune à leur manière, tissent et défont les fils du pouvoir, il est temps de plonger plus profond. Derrière les déclarations enflammées et les manœuvres diplomatiques, qu'est-ce qui se joue vraiment dans cette crise qui empoisonne la région depuis 3 décennies? Quels sont les enjeux vitaux qui transforment un conflit frontalier en une affaire d'envergure mondiale? Examinons-les un par un, car ils ne sont pas seulement économiques ou territoriaux. Ils touchent à l'essence même de la souveraineté congolaise et à l'équilibre des forces en Afrique. Enjeu numéro 1. Le contrôle des minerais stratégiques. Commençons par le cœur battant de cette équation. Les richesses enfouies sous le sol congolais, qui font de la RDC non pas un simple pays, mais un pivot géopolitique du XXIe siècle. Imaginez 60% des réserves mondiales de cobalt concentrées au Katanga, un métal indispensable aux batteries lithium-ion qui propulsent nos voitures électriques, nos smartphones et nos ordinateurs portables. Sans lui, la transition énergétique mondiale s'essouffle. Ajoutez à cela 80% du coltan mondial, logé dans les veines tumultueuses du Kivu, source de tantale pour les condensateurs électroniques omniprésents dans tous nos gadgets. Le cuivre, avec 30% des réserves globales toujours au Katanga, alimente l'électrification, les énergies renouvelables et les réseaux 5G. Et n'oublions pas les terres rares, ces métaux cruciaux pour les aimants d'éoliennes, de missiles et de radars. Ni l'or de l'Est et du Nord-Est, qui financent en silence les groupes armés et les circuits obscurs de blanchiment. Ces trésors représentent des centaines de milliards de dollars, un pactole qui pourrait transformer la RDC en puissance émergente. Pourtant, Kinshasa n'en capte qu'une infime fraction. Les minerais partent bruts vers la Chine, qui les raffine et les revend en produits finis à des marges astronomiques. Du cobalt à 20 $ le kilo exporté, transformé en batterie à 1000 $ le kilo une fois sous pavillon pékinois. Le Rwanda, lui, a saisi l'enjeu avec une clarté impitoyable. En contrôlant l'Est, Kigali siphonne ses fûts. Officiellement, il exporte 2000 tonnes de coltan par an, alors que sa production nationale frôle le néant.
Ces cargaisons, elles transitent par le Congo, pillées et détournées. Pour les grandes puissances, la donne est claire, mais leurs approches divergent. Pékin domine déjà 70% de l'extraction de cobalt via des géants comme la China Molybdenum Company, avec des investissements massifs dans les mines katangaises. Une déstabilisation perturberait ces chaînes d'approvisionnement, ce qui l'aborde. De leur côté, Washington et Bruxelles cherchent à diversifier via le Global Gateway pour briser la dépendance chinoise. Mais ils traînent des pieds, hésitant à froisser Kigali, cet allié fiable dans la traque antiterroriste au Sahel ou en Somalie. Quant au Rwanda, son calcul est limpide. Annexer de facto l'Est pour taxer, extraire et exporter directement ses minerais, court-circuitant Kinshasa et ses intermédiaires. C'est une guerre économique déguisée en conflit armé où chaque colline conquise par le M23 vaut son pesant d'or, littéralement. Enjeu numéro 2, les corridors de transport et l'intégration régionale. Mais ces minerais ne valent rien s'ils dorment sous terre. Leur sortie du sol n'est que le premier acte. Le vrai drame se joue sur les rails et les routes qui les acheminent vers les marchés mondiaux. C'est là que surgissent deux visions concurrentes, deux artères vitales qui redessinent la carte de l'Afrique centrale et orientale, transformant une querelle de voisinage en bataille pour le contrôle des flux commerciaux. D'un côté, le corridor de Lobito, un méga-projet financé à hauteur de 4 milliards de dollars par les États-Unis et l'Union européenne, reliant les mines du Katanga et de la Zambie au port angolais de Lobito via un réseau ferroviaire flambant neuf. Direction l'Atlantique, puis l'Europe et l'Amérique. Un itinéraire qui snobe ostensiblement l'axe est-africain, Kenya, Ouganda, Rwanda. Pour la RDC, c'est qu'une bouffée d'oxygène. Une indépendance retrouvée vis-à-vis de ses voisins belliqueux, un renforcement de l'alliance avec Luanda et Lusaka et un contrepoids à la tutelle rwandaise. De l'autre, le corridor Mombasa-Kampala-Kigali, une artère est-africaine fluide avec sa ligne ferroviaire high-tech bâtie par la Chine, la Standard Gauge Railway, son pipeline pétrolier et ses lignes électriques, reliant le port kényan de Mombasa au cœur battant de Kampala et Kigali. Si le Rwanda s'empare durablement de l'Est congolais, il prolongerait ce corridor jusqu'au filon du Kivu. Les minerais congolais fileraient alors vers Mombasa, enrichissant Nairobi, Kampala et Kigali au détriment de Kinshasa. Ces deux axes incarnent des géopolitiques irréconciliables, l'un atlantique et Angola-centré, l'autre indien et rwandais. Et le front militaire à l'Est? Il n'est pas un épiphénomène. Une emprise prolongée du M23 sur le nord Kivu rendrait le corridor Mombasa invincible. Une reconquête par Kinshasa propulserait Lobito en sauveur économique. C'est une course aux infrastructures où les balles remplacent les bétonnières. Enjeu numéro 3. La question des populations et des frontières. Au-delà des métaux et des rails, un enjeu plus viscéral, souvent relégué dans l'ombre des communiqués officiels, mais qui couve comme une braise. La démographie, l'identité et ses frontières coloniales tracées à la règle qui séparent des peuples au destin entrelacé. C'est une question d'espaces vitaux, de migration forcée et de peurs ancestrales, qui pourrait bien faire basculer le conflit d'une guérilla localisée à une crise humanitaire explosive. Le Rwanda, avec ses 13 millions d'âmes entassées sur 26 000 km², une densité de 500 habitants au kilomètre carré, l'une des plus folles d'Afrique, ploie sous une croissance de 2,5% par an. D'ici 2050, ce seront 20 millions de bouches à nourrir sur un sol déjà épuisé. Les terres arables manquent, les conflits fonciers s'embrasent et l'émigration galope. On estime à 2 millions les Rwandais expatriés, dont une cohorte significative a franchi la frontière pour s'installer en RDC. À l'opposé, le Nord Kivu et le Sud Kivu s'étendent sur 119 000 km² pour 12 millions d'habitants seulement, une densité de 100 au kilomètre carré avec des sols fertiles, des forêts luxuriantes
des rivières abondantes et bien sûr, ses minerais maudits. Du balcon de Kigali, cette disparité semble une aberration. À Kivu sous-peuplé, mal géré, sous-exploité, alors que le Rwanda étouffe. D'où cette pulsion récurrente d'expansion, masquée en sécurité ou en droit des Tutsis congolais, mais qui flirte avec l'annexion pure et simple. Pourtant, elle bute sur un tabou sacré du droit international, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, gravée dans le marbre par la charte de l'OUA en 1964. Ces lignes arbitraires, aussi absurdes soient-elles, sont le rempart contre le chaos. Imaginez la Somalie ravivant sa revendication sur l'Ogaden éthiopien, le Maroc gobant la Mauritanie, le Nigeria se fracturant ou l'Afrique du Sud avalant le Lesotho. L'Occident, pour complaisant qu'il soit envers Kagame, ne saurait franchir cette ligne rouge. Reste l'annexion rampante, sans tambour ni trompette. Administration rwandaise implantée, colons encouragés à s'installer, fait accompli démographique. C'est une guerre de peuplement silencieuse, où les réfugiés d'aujourd'hui deviennent les revendicateurs de demain, et où la RDC risque de perdre son Est, non par les armes, mais par l'érosion lente des âmes. Enjeu numéro 4. Les élections de 2028 et l'avenir politique de la RDC. Si tout cela, minerais, corridors, frontières, n'était que le décor d'une pièce dont l'acte final se jouera aux urnes. Car derrière le fracas des armes affleure une échéance domestique cruciale. Les élections de 2028 qui pourraient couronner ou briser les ambitions des uns et des autres, redessinant le destin politique du géant congolais pour une génération. Félix Tshisekedi, éligible pour un second mandat, se profile comme favori constitutionnel. Mais son triomphe de 2023 reste entaché de soupçons. Fraude massive, bureau de vote illusoire, résultats taillés sur mesure, selon une opposition ulcérée. Sa réélection, loin d'être acquise, dans un pays où la grogne monte face à l'insécurité et à la stagnation économique. Qui pour le défier? Moïse Katumbi, l'homme d'affaires katangais aux poches pleines et à la popularité sudiste, qui rêve d'une présidence pro-business, mais traîne le stigmate d'une proximité trop grande avec les capitaux étrangers et les lobbies miniers. Martha Fayulu, bastion fidèle de Kinshasa et de l'Ouest, garde une flamme intacte chez les antisystèmes, mais ses moyens chétifs et son intransigeance le rendent difficile à coopter. Et puis, il y a l'ombre de Joseph Kabila, ce fantôme exilé qui, barré par la limite de 2 mandats, ourdit depuis Nairobi le sacre d'un dauphin. Matata Ponyo, le technocrate, Néhémie Mouilania, le stratège, ou un autre lieutenant de l'ancien régime. Pour que ce comeback spectral réussisse, Kabila doit cocher 5 cases impitoyables. Survivre politiquement malgré sa condamnation à mort, puiser dans ses coffres-forts abyssaux pour financer la machine électorale, entretenir un réseau d'adeptes infiltrés dans l'administration et l'armée, glaner la bienveillance, ou au moins la neutralité, du Rwanda et de l'Ouganda, et enfin, décrocher une grâce présidentielle ou une amnistie pour fouler à nouveau le sol congolais. La plateforme Sauvons la RDC, née à Nairobi, n'est pas un club de nostalgiques. C'est un échafaudage pour ce retour en grâce. Une opposition légitime qui se distancie du M23 pour reconquérir les cœurs, ou du moins les voix. 2028 n'est pas une élection. C'est un référendum sur l'âme du Congo où la guerre à l'Est pourrait bien dicter le verdict des isoloirs. Enjeu numéro 5. La recomposition de l'ordre régional. Enfin, zoomons sur l'horizon plus large. Cette tourmente congolaise n'est pas une bulle isolée, mais le révélateur d'une refonte profonde de l'échiquier africain, où les vieux clivages entre Afrique centrale et orientale s'effritent comme un mur de Berlin continental. Pendant des décennies, la RDC et ses voisins atlantiques, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, vivaient en silo, avec leurs organisations régionales cloisonnées, leurs routes commerciales parallèles et des échanges sporadiques. L'Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie,
opérait dans son bulbe distinct. Aujourd'hui, ces mondes se télescopent, dans un ballet d'influences croisées qui pourrait redessiner les alliances pour des décennies. Le Rwanda et l'Ouganda rayonnent vers l'ouest, enfonçant leurs griffes en RDC. L'Angola riposte vers l'est, tissant des liens avec Kinshasa et la Zambie. Le Kenya, affamé de minerais, flirte avec les grands lacs pour sécuriser ses approvisionnements. Des pactes neufs émergent, Luanda et Kinshasa contre Kigali, Nairobi et Kigali pour verrouiller Mombasa. L'Ouganda, rusé, danse sur les deux tableaux, allié du Rwanda, mais prudent avec la RDC. Et la Tanzanie, ce géant discret avec ses 60 millions d'habitants, sa stabilité relative et son port de Dar es Salaam qu'un atout-maître pourrait basculer la balance. Pour l'heure en retrait, Dodoma guette. Un enlisement du conflit pourrait l'inviter à médier ou à proposer des corridors alternatifs, injectant une variable imprévue dans cette équation volatile. Cette recomposition n'est pas un hasard. C'est le fruit d'ambitions croisées, où la RDC, au carrefour, paie le prix d'être le pivot convoité. Si elle navigue ces eaux troubles, elle pourrait émerger plus forte. Sinon, elle risque de devenir le champ de ruines d'un nouvel ordre régional, forgé dans le feu des minerais et des mirages frontaliers. Ces enjeux, chers téléspectateurs, ne sont pas des abstractions. Ils dictent le quotidien de millions de Congolais. Et leur résolution, ou leur explosion, façonnera l'Afrique de demain. Pour explorer les chemins possibles qui en découlent, passons sans tarder au chapitre 6, les scénarios plausibles de l'optimiste réconciliation à l'apocalyptique fragmentation. Après avoir cartographié les enjeux stratégiques qui font de la RDC un volcan prêt à entrer en éruption, ces minerais qui attirent les rapaces mondiaux, ces corridors qui redessinent les empires régionaux, ces frontières qui menacent de s'effriter sous la pression démographique, il est l'heure de nous projeter dans l'avenir. Ce qui nous introduit dans le chapitre 6, les scénarios possibles. Que va-t-il se passer? Quel chemin sinueux pourrait tracer les mois et les années à venir? L'enlisement perpétuel, une victoire improbable, une partition sournoise, un compromis fragile ou l'abîme total. Ces scénarios ne sont pas de la science-fiction. Ils sont forgés dans les faits d'aujourd'hui, avec leurs probabilités chiffrées et leurs coûts humains incommensurables. Explorons-les sans phare pour anticiper ce qui pourrait bien sceller le destin d'un continent. Scénario numéro 1, l'enlisement, la guerre de tranchées. Le plus tangible, le plus prévisible à court terme, un statu quo sanglant, une guerre d'usure qui s'étire comme une toile d'araignée sur les collines du Nord Kivu, sans héros ni épilogue. Le M23, arqué par le soutien rwandais, verrouille ses gains territoriaux, l'armée congolaise, flanquée des milices Wazalendo et des contingents de la SADC, bloque l'assaut sur Goma, mais piétine pour reconquérir le perdu. Une danse macabre de pas qui pourrait s'éterniser des années et qui, curieusement, flatte les agendas de plusieurs joueurs. Kigali y trouve son compte. Exploitation discrète des minerais dans les zones tenues, pression constante sur Kinshasa sans risquer une offensive frontale ruineuse. Joseph Kabila, lui, cultive son ombre utile. La guerre légitime son retour sur la scène, justifie ses pactes à Nairobi et le pose en 2028 comme le pacificateur face à l'impuissance de Tshisekedi. Les 120 groupes armés de l'Est, ils s'en repaissent. Taxes sur les mines, raquettes sur les villages. Protection monnayée dans un écosystème où le chaos est roi. Même certains intérêts globaux s'y complaisent, minerais illicites bradés, circuits de blanchiment florissants pour les sociétés écrans et les trafiquants. Mais le prix, effroyable. Déjà, 6 millions de déplacés croupissent dans des camps au nord et sud Kivu. Et des milliers succombent chaque mois à la faim, aux maladies, aux exactions. Un enlisement qui n'enlise que les innocents, tandis que les puissants négocient dans l'ombre. Scénario numéro 2. La victoire militaire congolaise, le refoulement du M23. Et si le vent tournait? Imaginons l'armée congolaise, ressuscitée de ses cendres, repoussant le M23 dans un sursaut d'acier et de stratégie, reprenant l'Est comme un orage qui balaye les nuées. Ce triomphe, toutefois, n'est pas un conte de fées.
il exigerait un arsenal de réformes et d'alliances pour se matérialiser. D'abord, une mue militaire profonde, formation intensive des troupes, chaîne de commandement affûtée, renseignements affûtés, drones et artillerie high-tech, le tout sur des années. Ensuite, un bouclier international massif, la SADC en renfort, mais limité. Il faudrait l'Angola, l'Afrique du Sud, peut-être la Tanzanie, pour un engagement musclé. Troisièmement, une unité nationale forgée dans le feu, surmonter les clivages ethniques, les corruptions rampantes et les loyautés fracturées qui gangrènent les FARDC. Enfin, briser les reins du M23 en neutralisant Kigali, sanctions qui mordent ou un revirement diplomatique improbable pour le forcer à lâcher sa marionnette. Les écueils, hélas, pullulent. Le temps presse. Réformer une armée prend 5 à 10 ans et 2028 frappe à la porte. Le budget, maigre. 12 milliards de dollars pour 100 millions d'ânes. Un gouffre financier pour l'armement. Pire, une offensive d'ampleur pourrait enflammer la région, invitant une riposte rwandaise massive à la sauce 1996-1998, avec Angola, Ouganda et Burundi dans la tourmente. Et même vaincu, le M23 laisserait 120 hydres armés grouillés dans les décombres. Probabilité faible à moyen terme, 10-15%, mais elle grappe si Kinshasa s'arme de patience et de vision. Scénario numéro 3. La partition de facto, l'annexion rampante de l'Est. Le spectre qui hante les nuits de Kinshasa, l'ambition voilée de Kigali. Une érosion lente, inexorable, où l'Est congolais glisse dans l'escarcelle rwandaise sans un coup de canon ni un traité signé. Le M23 ancre ses positions au Nord Kivu. Des bureaucraties civiles rwandaises s'implantent comme des racines. Des vagues de colons franchissent la frontière. Les minerais filent vers Kigali. Au bout de 10 ou 15 ans, le fait accompli prime. Une province rwandaise de jure et non, de facto, oui. Les leçons de l'histoire guident ce lent poison. Le Sahara occidental, squatté par le Maroc depuis 1975, sans aval mondial, figé dans un limbo. La Crimée, gobée par Moscou en 2014, toujours aux mains de la Russie une décennie plus tard. Le Haut-Karabakh, tenu par l'Arménie 30 ans avant que Bakou ne le reprenne en 2023. Preuve que les faits sédimentent, mais ne sont pas gravés dans le marbre. Kigali pourrait s'en inspirer. Un statu quo tacite, nourri par la faiblesse congolaise persistante, la fatigue internationale qui avalise le moins pire, un revirement pro-rwandais à Kinshasa en 2028 via Kabila ou un dauphin, et des lobbies miniers qui préfèrent la stabilité des flux aux scrupules territoriaux. Pourtant, des remparts subsistent. L'île régionale de Luanda, Pretoria ou Harare, terrifiée par le précédent des frontières poreuses. La fureur populaire congolaise, viscéralement anti-rwandaise, qui embraserait tout gouvernement complice, et les serments internationaux de l'ONU, de l'UA et de l'UE à l'intégrité de la RDC, trop lourds à rompre. Probabilité moyenne, 30 à 35%, et elle enfle comme une marée si l'inaction perdure. Scénario numéro 4. L'accord négocié, la paix par compromis. Ou bien l'espoir ténu. Un pacte forgé dans la forge diplomatique où concessions rudes et garrottis solides aboutissent à une paix viable, acceptée par tous. Un cessez-le-feu global, supervisé par des yeux du monde, qui apaise les armes sans mutiler les âmes. Les piliers d'un tel édifice, retrait pur et simple du M23 et des ombres rwandaises, vérifié par des observateurs neutres. Démobilisation des FDLR Hutus, rapatriés ou intégrés, la carotte brandie par Kigali. Une force de paix robuste, ONU boostée, UA ou coalition ad hoc, pour verrouiller les mines, bercer les civils et patrouiller les lignes. Des réformes internes à la RDC, décentralisation pour l'Est, droits égaux pour les Tutsis, purge de la corruption, armée refondue, un cadre régional pour dompter migration et minerais et un déluge d'investissements pour rebâtir routes, fermes et emplois, vidant les rangs armés de leur poison économique. Des phares dans la nuit,
l'accord mozambicain de 1992 qui enterra 16 ans de guerre civile en intégrant la RENAMO au jeu politique, ou le CPA sud-soudanais de 2005 qui accoucha d'un État neuf, quoique fragile, comme l'a prouvé la suite. Mais les choses trappes abondent. La défiance viscérale entre Kinshasa et Kigali, où chaque promesse sonne comme un piège. Les empires souterrains de l'économie de guerre, qui saignent des centaines de millions annuels et dont les barons saboteront tout ce qui menace leur rente. L'absence de parrain inflexible, l'ONU usée par 25 ans de MONUSCO, l'UA fauché, Washington et Pékin réticents à s'embourber. Et le sablier électoral où Tshisekedi court après un trophée avant 2028. Kagame verrouille son précaré et Kabila freine pour ne pas dorer le blason adverse. Probabilité? Faible à court terme, 10-15%. Un brin plus si un colosse comme les USA ou la Chine s'y attelle corps et âme. Scénario numéro 5. L'effondrement, la somalisation de l'Est congolais. Enfin, l'abîme absolu, le cauchemar qui fait frissonner. L'État s'évapore à l'Est, laissant un vide comblé par une mosaïque de fiefs sanglants, où 120 seigneurs de guerre se disputent des lambeaux de territoire dans une anarchie perpétuelle. Plus d'autorité centrale, juste un hurlement de vent sur des ruines et des civils piégés dans un cycle infernal de survie. Les échos du passé résonnent sinistrement. La Somalie de 1991-2012, pulvérisée en clan armé sur 21 ans d'errance. La Libye post-Kadhafi, déchirée depuis 2011 en milice rivale, toujours en lambeaux 13 ans après. Le Yémen, depuis 2015, noyé dans un maelstrom de factions et d'interventions étrangères. L'Est congolais y ressemble comme un frère jumeau. Myriades de groupes, fractures ethniques, États fantômes, ingérence extérieure, économie vampirique. Les retombées? Un Armageddon humanitaire, famine galopante, pandémie ravageuse, exode de millions, une floraison de trafic noir, de drogue aux armes en passant par les minerais maudits et les flux humains. Une contagion qui rongerait Ouganda, Rwanda, Burundi et Tanzanie sous des vagues de réfugiés. Et des nids à djihadistes, comme les ADF affiliés à l'État islamique, qui pullulent déjà dans le désordre pour viser plus grand. Ce gouffre s'ouvrirait sur un déclencheur fatal, krach économique total avec hyperinflation et paralysie administrative, assassinat de Tshisekedi ou putsch à Kinshasa creusant le vide, assaut rwandais massif laminant les FARDC ou une épidémie, Ebola ou choléra, chevauchant la guerre. Probabilité? Faible, mais lancinante, 10 à 12%, et elle explose si les tempêtes s'abattent de conserve. Ces trajectoires, mesdames et messieurs, ne sont pas gravées dans le marbre. Elles dépendent de choix d'aujourd'hui. Mais l'une d'elles prévaudra, et avec elle, l'avenir de 100 millions de Congolais. Pour décrypter qui des puissances lointaines pourrait pencher la balance, tournons-nous vers le chapitre 7. Les acteurs internationaux, qui fait quoi? Ces ombres géantes qui murmurent aux oreilles des présidents et dictent les termes de la paix ou de la tourmente. Après avoir exploré les scénarios qui pourraient sceller ou briser la RDC, de l'enlisement mortifère à l'espoir fragile d'un compromis, élargissons le champ. Jusqu'ici, nos regards se sont tournés vers les acteurs régionaux, ses voisins aux ambitions voraces. Mais cette crise n'est pas un drame isolé. Elle vibre aux ondes des grandes puissances mondiales dont les intérêts économiques et stratégiques dictent les marges de manœuvre. Des États-Unis, avec leur alliance ambiguë, à la Chine pragmatique, en passant par une Europe hésitante et des médiations africaines essoufflées, qui fait quoi? Et surtout, qui pourrait faire plus? Déchiffrons ces géants un par un pour comprendre pourquoi la paix reste un mirage malgré les sommets et les serments. Acteur numéro 1, les États-Unis, l'allié ambigu. Washington danse sur un fil tendu entre deux camps, un paradoxe qui résume l'embarras américain face au Grand Lac. D'un côté, les États-Unis voient en Paul Kagame un pilier fiable depuis l'ère Clinton, un Rwanda stable, pro-occidental, qui envoie des troupes en mission ONU, traque les terroristes en Centrafrique ou au Mozambique et offre un îlot de prévisibilité dans un continent volatile.
Résultat, les violations des droits humains à Kigali ou les incursions en RDC passent souvent sous les radars. Abstention au Conseil de sécurité, silence complice. De l'autre, la RDC est indispensable pour la ruée verte américaine. Cobalt et cuivre pour les batteries de Tesla, GM ou Ford. Coltan pour l'électronique high-tech. L'administration Biden a débloqué 4 milliards de dollars pour le corridor de Lobito, ce rail atlantique qui sécurise les minerais loin des griffes chinoises et qui suppose une Kinshasa stable pour payer les dividendes. Aujourd'hui, en octobre 2025, les USA poussent un accord de paix brokerí en juin avec des talks fraîches à Washington pour raviver ce cessez-le-feu fragile. Pression discrète sur Kagame pour un retrait, fonds limités à la réforme militaire congolaise, mais pas de coup de menton public contre le Rwanda pour ne pas fissurer l'alliance. Ce que Washington pourrait faire, mais esquive. Couper les 30 millions d'aides militaires annuelles au Rwanda, frapper de sanctions les barons de Kigali impliqués, ou même armer directement la RDC en drones et renseignements. Pourquoi cette demi-mesure? Kagame passe pour plus fiable que Tshisekedi et un Rwanda chancelant risque de plonger la région dans un chaos pire. Un calcul froid où les minerais l'emportent sur les principes. Acteur numéro 2, la Chine, le partenaire économique pragmatique. Pékin, lui, joue la carte de l'ombre. Premier bailleur de la RDC, avec 70% du cobalt et 50% du cuivre sous contrôle chinois et plus de 15 milliards injectés dans les mines katangaises. Mais face au conflit, la Chine opte pour une neutralité chirurgicale. Pas de blâme public au Rwanda, pas d'épée aux côtés de Kinshasa, juste un œil sur ses cargaisons. Pourquoi ce détachement? 3 nœuds gordiens. D'abord, la stabilité des flux miniers. Le chaos à l'Est gonfle les coûts et menace les investissements, comme l'ont montré les perturbations de 2025. Ensuite, ces paris régionaux. Pékin a pavé le corridor Mombasa-Kampala de rail high-tech et entretient des liens juteux avec Kigali et Kampala. Un clash frontal ruinerait ses atouts. Enfin, la joute avec Washington, le lobito américain guette, et Pékin veut garder la RDC accrochée à ses raffineries pour contrer ce contournement. Concrètement, la Chine maintient ses pompes minières en marche, glisse des drones et armes à la RDC et murmure des médiations avortées. Mais pas de sanctions rwandaises, pas d'engagement casqué. C'est de l'attentisme pur, attendre que la poussière retombe tout en verrouillant ses veines d'or bleu. Pragmatique, impitoyable. Acteur numéro 3, la France, l'ancienne puissance coloniale en retrait. Paris, ombre d'un passé glorieux, se tient en retrait. Un géant fatigué qui a perdu son mordant dans les Grands Lacs. Jadis pivot central, la France avait même flirté avec le régime Hutu pré-génocide, se brûlant les ailes en 1994. Macron a tenté un reset en 2021, admettant les responsabilités françaises et réchauffant les liens avec Kigali. Mais sur la RDC, des mots plus que des actes. Condamnation verbale de l'agression rwandaise, sans troupes ni chèques massifs. Les raisons de cette prudence. Un portefeuille militaire et financier allégé pour l'Afrique centrale, la peur de raviver les braises avec Kagame après tant d'efforts, et un focus laser sur le Sahel, Mali, Niger, Tchad, où les enjeux sécuritaires piquent plus. Ce que Paris fait reste modeste. Plaidoyer à l'ONU pour Kinshasa, aide humanitaire pour les déplacés, formation sporadique au FARDC et un chèque au Lobito via le Green Deal européen. Influence d'hier, écho d'aujourd'hui, la France n'est plus le chef d'orchestre, juste un violon dans le fond. Acteur numéro 4, la Belgique, l'ancien colonisateur tiraillé. Bruxelles porte encore les cicatrices du Congo belge, ce cauchemar léopoldien qui coûta des millions de vies, suivi d'un soutien indéfectible à Mobutu. Aujourd'hui, la Belgique veut racheter son passé. Condamnation virulente du Rwanda, rupture diplomatique en 2024 après l'expulsion de son ambassadeur. Sanctions sur l'AFC et mandat d'arrêt pour Nanga. Ces gestes, 200 millions d'euros annuels en développement. Accueil chaleureux de la diaspora congolaise à Bruxelles et un rôle de porte-voix éthique. Mais l'ampleur reste modeste. Pas de bras armés. Juste une diplomatie morale et humanitaire.
Tiraillement d'un nain face au géant. Sincère, mais limité. Acteur numéro 5, l'Union européenne, le financeur hésitant. L'UE, assoiffée de minerais pour son pacte vert, cobalt, lithium, cuivre en quantité folle, mise gros sur la RDC via le Global Gateway. 150 milliards pour l'Afrique d'ici 2027, avec Kinshasa en tête d'affiche. En mars 2025, elle a frappé fort. Sanctions sur 9 figures et une entité pour abus en RDC. Gel d'avoir pour M23 et une raffinerie rwandaise d'or illicite, forçant même les rebelles à boycotter Detox. Et en octobre, la DRC a tensé Bruxelles pour un deal minier avec Kigali, vu comme un double standard criant. Actions concrètes, sanctions élargies, cofinancement du Lobito avec les USA, aides à la justice et santé congolaise, 150 millions annuels pour les humanitaires. Mais pas d'épée. Divisions internes, Belgique et France pro-RDC, d'autres liés au Rwanda, paralysent les gros bras. Un financeur généreux, mais un géant aux pieds d'argile. Acteur numéro 6, l'Union africaine et les médiations régionales. Enfin, l'Afrique elle-même, censée trancher en mère de famille, patine dans les sables mouvants. L'Union africaine, sous Cyril Ramaphosa, tente des médiations, mais sans dents. Pas de sanctions, pas de casque bleu propre, juste des appels pieux qui s'évaporent. L'EAC, Est de l'Est, est un champ de mines. Kenya et Rwanda en sous-main pour le M23. Tanzanie neutre, Ouganda escrimeur. La SADC, Austral, plus musclée, a bouté 5000 soldats en RDC depuis 2023, sécurisant des poches, mais sans charge frontale sur le M23. Son mandat flou comme un brouillard. Et l'Angola de Joao Lourenço, champion des talks, avec des dizaines de rounds à Luanda depuis 2022, des cessez-le-feu éphémères, mais en mars 2025, Luanda jette l'éponge, frustré par les blocages, laissant un vide béant en octobre. Pourquoi c'est raté? Pas de bâton? Angola, Pretoria ou Nairobi manquent de levier militaire pour forcer la main. Sans menace tangible, concession rime avec capitulation. Ces acteurs internationaux, mesdames et messieurs, ne sont pas des sauveurs neutres. Leurs agendas, minerais, alliances, héritages, pèsent sur la balance comme des haltères invisibles. Sans leur volonté unie, les scénarios sombres l'emportent. Mais notre enquête s'achève ici. Dans la conclusion qui suit, nous tirerons les leçons de cette triple pression et esquisserons ce que le Congo mérite. Non une paix imposée, mais une souveraineté reconquise. Restez avec nous pour clore ce décryptage en apothéose. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous voilà au seuil de cette troisième partie de Inside News Politique en revue, où nous avons sondé les abysses de la crise congolaise, les enjeux stratégiques du chapitre 5, ces minerais qui attirent les vautours mondiaux et ces corridors qui tracent les veines d'empires ruraux. Les scénarios du chapitre 6, de l'enlisement lancinant à l'effondrement apocalyptique, avec leur probabilité froide qui pèse sur l'avenir comme une épée de Damoclès. Et le chapitre 7, ce ballet des géants internationaux, un Washington ambigu, une Chine attentiste, une Europe divisée, des médiations africaines essoufflées, qui murmurent au président, mais peinent à apposer la paix. Ces chapitres révèlent une RDC, non pas victime passive, mais pivot maudit d'une triple pression. Sécuritaire, où l'Est saigne sous les armes. Politique, fracturée par des rivaux aux agendas occultes. Géopolitique, où minerais et frontières deviennent monnaie d'échange pour les appétits lointains. Comme l'évoque ce récent appel de l'ONU en octobre 2025 à une médiation africaine unifiée. La porte reste entrouverte, mais sans volonté collective. C'est le gouffre qui appelle. Pourtant, au-delà des cartes et des calculs, une question hante. Comment cette tourmente ethnique larvée et cette souffrance muette des civils, ces non-dits anthropologiques et cet angle mort humanitaire nourrissent-ils le cycle infernal? C'est ce que nous explorerons dans notre dernière vidéo, dédiée aux chapitres 8 et 9, la fracture nilotique bantoue qui structure l'invisible et les conséquences effroyables pour des millions de vies brisées. Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-nous pour clore cette enquête en apothéose
car comprendre, c'est déjà résister. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. À très bientôt pour la finale. Bonsoir. Cette vidéo vous a plu? Vous pensez qu'elle vous a apporté quelque chose d'utile? Alors montrez votre soutien. Abonnez-vous dès maintenant à Inside News, activez la cloche pour suivre nos prochaines vidéos et partagez celles qui méritent d'être vues. Restez connectés, l'information continue ici sur Inside News.